Jean-Claude Basset, le pasteur Jean-Claude Basset, donc s'approche maintenant pour cette troisième conférence, faire un panorama je vais demander sur le dialogue interreligieux en Suisse romande, dire un peu où on en est aujourd'hui, quels sont les défis, qu'est-ce qui se passe. Il est à la retraite aujourd'hui, mais très actif. Et puis, fondateur de la plateforme interreligieuse de Genève, on situait ça en 92, puisqu'on a fait les 25 ans l'an dernier. Et puis, fondateur du CLIMS aussi, qui est le centre de liaison et d'information concernant les minorités spirituelles, donc dans lequel se trouvent des groupes comme la Scientologie ou Fraternité Blanche ou d'autres, voilà. Donc des mouvements aussi avec lesquels c'est important de garder un lien. On essaye dans le dialogue de dialoguer avec tout le monde et d'exclure personne, même quand c'est un peu délicat. Jean-Claude a séjourné 2 ans en Iran, et puis il a enseigné aussi l'islamologie ici, à Lausanne, et il est le fondateur du calendrier interreligieux, que j'espère que vous connaissez toutes et tous et que vous avez sur vos murs. Sinon, il faudra vous renseigner aux éditions Agora maintenant, ou face à l'Arzilier pour en prendre un. Et puis, parce que c'est vraiment un instrument qui est joli et utile, il est beau et en plus, on peut penser, chaque semaine on peut regarder, puis on a les fêtes de chacune des religions. Et ça, c'est vraiment sympa, ça permet de penser aux autres et pas qu'à soi-même. Alors, Jean-Claude, à toi la parole. Merci et bonsoir, je vous trouve bien courageux. Première conférence, deuxième conférence, et puis sur des sujets importants. Moi, je me suis particulièrement réjoui. Il faut dire, je rentre d'une semaine en Andalousie. Alors, Cordoue, Malaga, Grenade, Séville, cette symbiose, on l'aperçoit toujours. Et puis j'étais avec le cheikh et notre ami à Cordoue pour lancer un projet de cette convivialité, cette conviviencia, précisément un projet qui devrait, nous l'espérons, prendre forme en mai de l'année prochaine. Et quel jour de mai? Le 16. Voilà. Tout est dit. Plus modestement, j'aimerais aborder, comme ça m'a été demandé, donner quelques points de repère par rapport au dialogue interreligieux, après ces 2 apports importants qui nous ont été faits. Je le ferai en 4 étapes, plus des points de repère, de manière aussi à laisser un peu de temps à la discussion, parce que c'est difficile de faire un monologue sur le dialogue. Quelques points de repère déjà, parce que le dialogue en Suisse romande, il est aussi influencé par tout ce qui se passe à travers le monde. Et j'ai retenu quelques dates, c'est toujours un peu arbitraire. Pour moi, une date importante, 1947, c'est les 10 points de Seelisberg. C'est le moment, après la Deuxième Guerre mondiale, où se noue un dialogue entre juifs et chrétiens. Et un dialogue qui va porter des fruits. En ce sens-là, je trouve qu'il y a une marche en avant qui est très significative. La deuxième date, j'ai retenu 1965, avec la déclaration Nostra Aetate du Vatican, Concile du Vatican, qui marque là aussi un changement profond, non seulement à l'égard du judaïsme, c'était le projet initial, mais à l'égard des autres traditions religieuses, et en particulier avec une déclaration sur la liberté religieuse, qui est un point essentiel. Un peu dans la même poussée, on peut mentionner les initiatives du Conseil œcuménique des Églises, qui va, d'ailleurs aussi le Vatican, vont multiplier les initiatives, les rencontres avec les adeptes d'autres traditions religieuses, dans un patient effort de revenir sur tout ce qu'on traîne d'une histoire dont il faut bien reconnaître qu'elle a été souvent conflictuelle. Pour moi, une autre date importante, en particulier dans les questions des relations entre musulmans et chrétiens, c'est la révolution iranienne. 1979, un peu parce que j'ai été en Iran,
Mais surtout parce qu'à ce moment-là, en Occident, le regard que nous portions sur l'islam a véritablement changé. L'image d'un islam passéiste, maktoub, et victime de la colonisation, est là bouleversée, puisque après plusieurs tentatives qui ont échoué à travers le Moyen-Orient, un pays s'est pris en main et a résisté quand même à la puissance première qui était et que sont toujours les États-Unis. Et ça a entraîné un bouleversement, je crois, profond dans le regard porté sur le monde musulman, mais aussi dans la manière dont les musulmans vont s'organiser, se percevoir bien au-delà de l'Iran, même s'il ne s'agissait pas de diffuser le chiisme à travers tout le monde musulman. Une autre date que j'ai retenue, c'est 1991, c'est la chute du mur de Berlin. Alors c'est un peu symbolique, mais j'ai l'impression que là aussi, il y a quelque chose qui a profondément basculé. C'est 89 décembre. Oh, pardon, oui, il faut me corriger, merci. Quelque chose de profond a changé dans la mesure où on sort de cette époque d'opposition frontale entre le capitalisme et le communisme, et où on va, à ce moment-là, on espère un monde multipolaire et le thème de la paix, et au fond, on aboutit à une nouvelle confrontation dont on est directement victime, la nouvelle confrontation entre l'Occident et le monde musulman, sur fond de mondialisation plus ou moins acceptée, imposée, avec les tensions qui en découlent. Et puis, un peu inévitablement, 2001, le 11 septembre, en particulier dans le domaine des relations islamo-chrétiennes, il y a un changement fondamental sur le regard qui est posé, le soupçon, les amalgames, et au fond, le dialogue est devenu plus difficile, plus exigeant aussi, et entraîne des clivages qui me semblent, peut-être parce que l'islam était perçu comme plus lointain, n'existaient pas auparavant. En tout cas, c'est à partir de là que j'ai été très fréquemment sollicité pour expliquer, faut-il avoir peur de l'islam ? Je donne des titres de conférences qui m'ont été quasiment imposés, parce qu'effectivement, il y a une crainte qui a surgi à ce moment-là. Et nous sommes un peu, aujourd'hui encore, les héritiers, avec ce cycle quasi infernal de terrorisme et de contre-terrorisme qui influe globalement sur les relations que nous pouvons avoir ici en Suisse romande. L'islam en Suisse, c'est une arrivée relativement tardive dans un pays coupé de la Méditerranée, qui n'a pas d'histoire coloniale. Imaginez que j'ai retrouvé qu'en 1970, on évaluait à 16 000 le nombre de musulmans. Et donc aujourd'hui, on est à une évaluation de l'ordre de 400 000. C'est ça, juste pour manifester ce changement que ça implique dans la société. Premier centre islamique en Suisse, à Genève, 1961. Première mosquée en tant que telle, une mosquée Ahmadiyya, à Zurich cette fois, en 1963. Et puis, on peut mentionner en 1978 la mosquée de Genève, qui aura un rayonnement en lien avec ses attaches en Arabie Saoudite. Communauté que je mets au pluriel parce que d'origines diverses, originaire des pays des Balkans, plus de 50% de la population musulmane, originaire turque, kurde, peut-être 20%, et puis africain, asiatique, arabe aussi, minoritaire mais influent, et un nombre grandissant de musulmans qui ont aujourd'hui la nationalité suisse. Des convertis, et, il faut le dire, une grande diversité sur le plan religieux, mais aussi sur le plan culturel, bien sûr, et idéologique.
à partir de 1970, je dirais qu'on repère les premières initiatives de dialogue. Où, à la vérité, on parle plus des musulmans qu'avec les musulmans. Et le plus souvent à l'initiative des chrétiens. L'étape suivante, 1980, on voit des commissions qui se constituent du côté catholique ou protestant, des premières publications sur le dialogue, sur qui sont les musulmans, et puis des rencontres informelles. C'est un peu le temps des échanges où des relations personnelles se nouent avant l'étape suivante, qui est la constitution de plateformes interreligieuses. Alors on a évoqué celle de Genève, mais évidemment on a aussi évoqué à Lausanne. Progression qui va se faire au point qu'aujourd'hui, tous les cantons romans ont une commission, une plateforme interreligieuse. Ça veut dire que ça correspond à quelque chose dans la société. L'étape à laquelle on assiste actuellement, je dirais que c'est l'influence grandissante du domaine politique ou sociopolitique. À la fois des clivages qui s'expriment plus fortement que par le passé, mais aussi dans la perspective de l'intégration, de l'immigration, le rôle des politiques, pour qui le dialogue devient une manière importante d'organiser la société, une société devenue pluraliste et diversifiée. Parallèlement, c'est le moment des associations, des fédérations, qui essayent d'assurer le lien, une certaine cohésion dans l'expression religieuse de ces communautés diversifiées. À signaler, par exemple, au niveau suisse, la création d'un Conseil suisse des religions et d'un certain nombre d'organismes, de fédérations qui cherchent à la fois affirmer la place, la légitimité d'une diversité religieuse, et puis assurer aux adeptes les éléments nécessaires pour une vie religieuse dans le respect mutuel. Ça m'amène à parler de ce que j'appelle au fond l'islam dans le consensus helvétique. Je dirais qu'au départ, il n'y a rien de surprenant dans les réactions suscitées par l'irruption d'une nouvelle communauté socio-culturelle en Suisse. En tout cas, rien, je dirais, qui va au-delà d'une certaine résistance spontanée au changement. Parce que derrière les réactions par rapport à l'islam en particulier, je peux comparer avec ce qui se passe à l'égard du bouddhisme, qui lui croît aussi en Suisse, mais ne provoque pas les réactions auxquelles on est souvent confronté. Peut-être, si on veut une comparaison, on pourrait rapprocher des communautés religieuses très minoritaires, ce qu'on appelle couramment les sectes, qui sont aussi dans les médias et ailleurs considérés comme quelque part douteux, dangereux ou pire même. La naissance d'une présence des musulmans provoque un certain nombre de réactions négatives. Je crois que c'est important. Autant on peut parler du dialogue interreligieux, autant il faut prendre la mesure des difficultés qui existent. C'est vrai dans le rôle des médias. Je ne vais pas m'allonger longuement, mais il y a un regard rapide et au fond, il a fallu du temps. Et en particulier, un événement auquel on pense tous, évidemment, c'est l'initiative populaire pour l'interdiction de la construction de nouveaux minarets, et qui a, alors, je dirais à la fois fait ressortir les clivages, mais bien entendu, ils existaient déjà, et a obligé un certain nombre de prises de conscience, de prises de décision et de réactions communes au sein des communautés religieuses et au sein des plateformes interreligieuses aussi. Mais on peut parler de certaines formes d'anti-islamisme. Non pas au sens où ce serait un projet délibéré contre l'islam ou les musulmans, mais je dirais bien à titre de
une espèce de résistance un peu spécifique par rapport au changement. Je l'ai déjà évoqué, cet anti-islamisme s'alimente, je crois, essentiellement à deux sources. Celle de ceux qu'on peut appeler les chrétiens exclusifs, pour qui l'islam vient après le christianisme et n'a pas sa légitimité. Et puis les partisans d'une laïcité pure et dure, qui voit là une sorte de nouveau venu qui vient troubler la paix confessionnelle qui s'est progressivement instaurée. Après, on l'oublie un peu, mais des périodes de tension fortes, pour dire le moins, en particulier entre catholiques et protestants. Le choc autour des minarets, ou plutôt du résultat de cette initiative qui est adoptée alors que s'y opposaient les communautés religieuses, les instances politiques, au niveau des médias aussi, a manifesté le clivage qui existe bel et bien. Je vois trois éléments peut-être qui illustrent cette question. C'est au fond l'accroissement de la visibilité de l'islam en Suisse, hein, avec des demandes de type identitaire légitimes. On aura l'occasion d'y revenir, mais qui remettent au fond en cause, je dirais, les repères traditionnels. Et c'est au fond inévitable dans une société qui devient de fait pluraliste. Je vois bien sûr à l'arrière-plan, la Suisse n'est pas une île, même s'il n'y a pas eu d'attentat majeur en Suisse, la crise, je dirais le chaos qui caractérise nombre de pays du Moyen-Orient et au-delà, qui apporte presque quotidiennement des nouvelles alarmantes, sont un des éléments qui provoquent une résistance, une méfiance, d'autant plus que nombre de ces actes sont faits au nom de Dieu, et en tout cas contre tout respect de la démocratie, de ce qu'on appelle aussi les droits humains. Finalement, troisième élément, c'est la présence, alors très minoritaire, mais aujourd'hui avérée, hein, de musulmans, alors on va les appeler salafistes, islamistes, on peut continuer, djihadistes, il y en a aussi, hein, qui récusent le principe même d'une démocratie et qui aspirent à une islamisation de la société. Vous mettez là les amalgames, les raccourcis, et vous avez des éléments qui, disons-le, empoisonnent les progrès du dialogue. Quels sont alors ces points de friction ? Mon expérience me montre que, en fait, ils sont relativement mineurs. J'avais un ami musulman qui me disait, mais 95% des règles de mode de vie en Suisse, il n'y a aucun problème pour les musulmans. Il reste 5% sur lesquels, voilà, c'est un élément d'intégration, et une intégration implique un déplacement de part et d'autre, et non un sens unique. Alors j'ai évoqué la question des minarets. Hein, alors heureusement, l'interdiction n'est pas sur les mosquées, et la construction de mosquées. Alors souvent suscite les résistances de la population proche, alors qui a peur du dérangement, ou encore une fois, c'est souvent par rapport à l'inconnu, à ce qu'on peut voir qui découlerait de la présence d'une mosquée. Réaction aussi à une certaine visibilité de l'islam est souvent perçue. En même temps, il y a les règles de construction qui sont à respecter. Et au nom de la liberté religieuse, il revient aux musulmans de disposer de lieux adéquats pour l'expression de leurs prières. Un autre lieu, vous les connaissez, hein, je vais passer un peu vite, mais c'est l'école. Hein. Lieu par excellence de la socialisation, et l'école, voilà, par la force des choses, ne saurait échapper aux tensions
inhérente à la rencontre de différentes cultures. Alors, des aménagements sont possibles sur la forme, la question du foulard, qui n'a pas créé les remous de notre voisin qui pratique la SNCF. La gymnastique, séparer les garçons et les filles, mais pas renoncer à la totalité des cours. On a eu des échanges, est-ce que les cours de biologie et autres étaient compatibles avec l'islam. Je crois que là, il y a des choses qui avancent relativement paisiblement. Et puis, il y a ici et là tel élément qui ressort à balle parce qu'on ne veut pas serrer la main de l'enseignant. Mais qui restent des choses mineures qu'il faut garder à leur juste dimension. La question de la nourriture, bon, personne n'a jamais été obligé de manger du porc, et puis on sait les ravages que peut avoir l'excès de vin, donc que des gens refusent de boire n'est pas, c'est pas plus qu'un aménagement mineur. Dans les questions scolaires, professionnelles, les débats avancent aussi, avec ici ou là des blocages, et puis une adaptation que je crois bienvenue. Reste la question plus délicate de l'abattage des animaux, qui n'a jamais été résolue en Suisse, puisqu'elle était touchée d'abord avec la communauté juive, aujourd'hui bien sûr la communauté musulmane. Le foulard. Alors, moi je dis le foulard, on dit le voile, rien que le choix du mot est très significatif. Mais c'est vrai que le débat ressurgit avec le voile intégral. Et là, on a un débat. Et je crois qu'il faut l'affronter, il faut pouvoir partager les sensibilités des uns et des autres. Mais comprendre que le recours au foulard n'est pas nécessairement imposé aux femmes, que ça ne va pas automatiquement contre l'égalité homme-femme, qu'on met comme ça en avant pour la cause. Néanmoins, c'est un vrai débat qui touche à notre vie commune d'une société qui se veut juste. Derrière le foulard, derrière la barbe aussi, les habits, on a le soupçon de prosélytisme. Ce n'est pas toujours dit, mais ça apparaît légitimement. On a beaucoup parlé des cimetières. Je crois que c'est un exemple où, au cours des 30 dernières années, les choses progressivement sont mises en place, avec ici ou là un petit peu d'irruption, et puis finalement que les musulmans aient droit à s'orienter vers la Mecque, et pas plus gênant que pour la laïcité afficher des cimetières que la présence de croix, par exemple. Là où les choses se bougent, mais à mon avis pas assez vite, c'est au niveau de l'aumônerie. Aumônerie d'hôpitaux, de prisons. Il y a des étapes qui s'ouvrent progressivement, mais avec quand même de sérieuses résistances qui touchent en particulier un aspect très formel, à savoir la reconnaissance des communautés religieuses, soit au niveau local, au niveau cantonal, c'est le débat qui a lieu dans ce canton-ci en particulier, et où on sent que les choses ne vont pas aller sans autre, probablement sans référendum, probablement sans un débat dont on a la peine à imaginer une issue, sinon facile, du moins positive. Alors, et c'est mon point suivant, peut-on dialoguer avec l'islam ? On pose souvent la question. Et j'aime à dire que il n'y a jamais eu de dialogue avec l'islam. C'est toujours des personnes ou des groupes, des communautés qui entrent en relation les unes avec les autres. Cette manière de parler de l'islam comme une entité, mais ça serait la même chose pour le christianisme ou pour n'importe quelle autre tradition religieuse, est une sorte de raccourci qui est en même temps un piège.
J'ai dit la diversité de la population musulmane, en particulier en Suisse, mais c'est à l'image de ce qui se passe ailleurs. Et c'est donc un dialogue qui engage des individus, des personnes, qui est à mener. Cette dimension personnelle du dialogue est à la fois, à mes yeux, ce qui en fait la richesse et aussi les limites. La richesse parce qu'il y a des liens qui se tissent. Mais il faut du temps pour tisser des liens. C'est plus facile de régler les questions par une décision, un article incendiaire, que de cheminer pour comprendre la place de l'autre, reconnaître au fond ses convictions de foi ou de non-foi, hein, et de reconnaître que les uns et les autres ont droit à un espace de vie commune. L'amalgame est pour moi un des pièges majeurs dans le débat actuel autour de l'islam, des musulmans, en Suisse bien sûr, mais ailleurs aussi dans le monde. Mais le dialogue a aussi ses limites. Et je veux dire que jusqu'à présent, il est resté trop souvent élitiste. Une fois qu'on a noué quelques liens, eh bien, on cultive des amitiés. Alors c'est précieux. Hein, il y a même une association pour l'amitié, et le dialogue et l'amitié. C'est bien. Mais se rend-on compte que par là même, ça devient, allez, je dis le mot, un club. Ça devient un groupe pour, allez, des initiés. Hein. D'abord ceux qui ont franchi le pas, et puis on n'a pas suffisamment pris la mesure des enjeux qui sont là derrière. Et donc, le dialogue a cette limite-là de rester trop élitaire ou élitiste. Le dialogue a aussi cette limite que dans le dialogue, on parle beaucoup. On pourrait même faire le pari qu'on n'a jamais autant parlé. Je parle d'islam, christianisme, des échanges, etc. Mais justement, peut-être parce que dans le mot dialogue, il y a toujours la notion de parole, on a oublié d'autres dimensions. Probablement, on a oublié qu'il fallait aussi agir. On parle aujourd'hui de diapraxis. Alors, il y a le dialogue, bien sûr, on n'arrête pas de parler, et il faut savoir s'expliquer, s'écouter, pas juste deux monologues avec à la fin une déclaration générale qui ne sera suivie d'aucun effet, mais un engagement commun. Et qu'au fond, c'est un dialogue qui doit être diversifié et partagé de manière beaucoup plus large. Un dialogue qui se rapproche de ce vivre ensemble, dont il a été question à Cordoue, et de ce projet de paix, hein, du 16 mai. Aujourd'hui encore, je crois, après tous les dialogues qui ont eu lieu, il y a une profonde incompréhension sur les croyances, les convictions profondes des uns et des autres. Très souvent, on reste à, je dirais, une dimension un peu superficielle. Alors, c'est déjà bien de ne pas se dire des choses méchantes, encore mieux de ne pas se taper dessus. Mais est-ce qu'on va suffisamment loin pour qu'effectivement les mentalités changent? Est-ce qu'on ose toucher des sujets qui fâchent ou qui, au début, provoquent des résistances, pour le moins? Est-ce qu'on est assez honnête pour dire ce qu'on pense, pour exposer des choses sérieuses, profondes, personnelles, sans être sûr de savoir si on sera compris, reçu? Est-ce qu'on arrive à surmonter cette espèce de méfiance, qui à un certain moment est peut-être un mur protecteur, mais qui dans une société pluraliste où on veut vivre ensemble dans une harmonie de convivialité, il faut immanquablement aller au-delà.
quelques pistes pour conclure. Est-ce que le moment n'est pas venu d'élargir le dialogue? On dit toujours dialogue interreligieux, comme s'il y avait le club des religieux et puis les autres. Est-ce qu'au fond, le déplacement ne serait pas de reconnaître qu'on est d'abord humain et qu'au fond, c'est le point principal, le premier. Après, on peut se situer par rapport à une tradition, une culture, une langue, une religion, une idéologie. Mais que fondamentalement, il faut partir de cette base qui est commune. Et que nos dialogues ne doivent pas être simplement dialogue islamo-chrétien, oui, mais il y a une place pour les athées, il y a une place à l'intérieur de nos différentes communautés pour les diversités. Alors c'est vrai que les identités peuvent être meurtrières, comme le cher Bentounès nous l'a dit. Mais est-ce que nous ne sommes pas tous et toutes de différentes identités? Est-ce qu'on ne peut pas partir de cet élément-là qui fait la richesse et probablement une part non négligeable de l'intérêt du dialogue? On parle beaucoup de dialogue interreligieux, mais où est-ce qu'on en est dans le dialogue intra-religieux? Je veux dire, le dialogue qui revient... Regardez sur nos propres histoires, nos propres communautés, le dialogue aussi qui répercute des échanges interreligieux au niveau des communautés. Alors que souvent, on est un peu deux couches, hein, l'une à côté de l'autre. Ceux qui se rencontrent, eh bien, très bien pour eux. Et puis, après, on s'occupe des affaires de la communauté. Et je crois que là, on a un piège dans lequel on n'est pas encore sorti. Dans le contexte actuel, le repli identitaire me paraît particulièrement dangereux. Parce qu'il y a une sorte d'appel des extrémismes ou des radicalismes. Hein. Il y a une compréhension de la laïcité qui réagit à un extrémisme religieux identitaire et vice-versa. C'est tout le contraire de ce à quoi peut aboutir un dialogue en profondeur, là où le minimum de confiance a été établi. Un point particulier, c'est la question des minorités. C'est assez tragique parce que les minorités deviennent un sujet de désaccord. Minorités chrétiennes au Moyen-Orient, ou autres minorités religieuses, minorités musulmanes en Europe. Est-ce qu'il ne serait pas possible de travailler ensemble sur ce sujet, de reconnaître les discriminations là où elles existent, de s'interpeller mutuellement et d'être solidaires de ceux qui souffrent, quelle que soit la communauté religieuse? Hein? Lorsque les yézidis sont opprimés, ils ont les larmes pour pleurer, mais est-ce qu'on prend au sérieux les changements que ça implique dans une société qui se veut travailler pour plus de justice? Pour conclure, un peu en lien avec ce qui a été dit de la journée de vivre ensemble en paix. Pas de paix sans un engagement solidaire pour la justice et contre toute forme de discrimination. Je dirais en vertu du droit de toute personne et de toute communauté à mener une existence digne, conforme à son identité. Pas de paix sans une culture de dialogue qui commence à l'école et qui n'exclut personne, croyant ou athée, membre d'une tradition millénaire ou d'un nouveau mouvement religieux. Et puis finalement, pas de paix sans une éthique du respect d'autrui, conformément au principe de la règle d'or que l'on trouve dans la plupart des traditions. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Je vous remercie.
Voilà, l'idée c'est de... On veut finir à l'heure, donc il nous reste 10 minutes là pour quelques questions peut-être. On privilégie les gens qui n'ont pas encore pu poser une question. Si vous voulez vous manifester dans la salle, monsieur. Alors je vais me vite venir jusqu'à vous. Voilà. Vous pouvez lui faire passer. Question, hein? Non, c'est pas une question, c'est un complément d'information suite à la suggestion faite par Cheikh Bentounes à propos de ce qui se passe à Cordoue. Je pense que ça peut intéresser le public. Donc c'est un peu la Vous êtes d'accord? Oui. On vote à main levée? Okay. Non, je plaisante. Écoutez, je me présente, mon nom est Jacques Morillon et je suis vice-président international d'une fondation qui est basée à Cordoue et qui s'appelle Fondation Paradigma Cordoba, qui existe depuis les années 90. J'y suis aussi depuis les années 90. Et comme l'a dit le Cheikh Bentounes, nous travaillons depuis plusieurs années à l'idée d'un forum de Cordoue qui réunirait, pas toutes parce qu'il y en aurait trop, mais un certain nombre d'entités, des ONG pour la plupart, qui ont comme dénominateur commun, chacun à sa manière et dans son domaine à lui, de contribuer à un monde plus tolérant, à un monde du vivre ensemble. Vivre ensemble qui se dit convivencia en espagnol, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, le mot convivence existe en français, il a été dit par l'Académie française en 2004, et il existe aussi en anglais avec la même orthographe, A, convivence. Nous avons eu la semaine dernière une réunion de 25 ONG choisies parmi 150. On avait une longue liste en fait de 250 ONG qui, chacune d'une manière ou d'une autre, contribuent à un monde plus tolérant, parmi lesquelles il y a M. Basset et Cheikh Bentounes, plus 23 autres. Nous sommes, je dirais que nous avons avancé dans ce projet, on a nommé un comité d'organisation, et nous espérons que si on trouve les moyens, et ça c'est encore, je suis convaincu qu'une bonne idée trouve de l'argent. Il faut pas, si vous voulez de l'argent, demandez des conseils. Si vous voulez des conseils, demandez de l'argent. Et donc, il faut avoir un bon projet, j'espère qu'on trouvera l'argent. Mais à supposer qu'on le trouve, cette conférence aura lieu le 16 mai 2019 à Cordoue, ville symbolique si l'on fut, et son idée est de se reproduire chaque année avec les mêmes acteurs, ou le même genre d'acteurs, et le même thème, à savoir culture de la paix, mais le vivre ensemble plutôt. Un peu, je ne voudrais pas qu'on comprenne mal la comparaison, mais un peu la méthode qu'a appliquée dans un autre domaine Davos, c'est-à-dire les mêmes personnes au même lieu, sur le même thème, et chaque année. Évidemment, le thème est très différent. Ça nous rassure. Encore que. Voilà, c'était seulement cette information que je voulais partager. Merci. Et je remercie Cheikh Bentounes et le pasteur Basset d'y avoir participé parce qu'ils ont, chacun à sa manière, beaucoup contribué. Merci. Bon, ça valait le coup de vous donner la parole. Là, peut-être qu'on organisera un charter ou quelque chose pour aller à Cordoue, par l'interreligieux. Qui c'est qui voulait poser une question? François de Vargas, vous passez le micro là, s'il vous plaît. Merci. Mais parmi les grandes dates mentionnées par Jean-Claude Basset, est-ce qu'il ne faut pas mentionner 2005 ou 2006, je crois, la fameuse loi sur les étrangers, dite loi Blocher, qui a quand même été acceptée par le peuple à 2 tiers, oui, je crois 2 tiers à peu près, qui est quand même le signe d'une grande méfiance de la majorité du peuple suisse à l'égard des étrangers. Tout à fait.
et des réfugiés? La réponse est oui. Voilà. Une autre question, encore rapidement, on a un peu de temps. Madame? Bonjour, je suis désolée parce que j'ai loupé une partie des conférences, mais par rapport à la dialopraxis. Dialopraxis. Diapraxis. Diapraxis, pardon. Il me semble que de mes observations, une grande partie des soucis vient de ce qu'on a la peine de nommer ignorance. Oh, pardon. Il me semble qu'il y a une grande part de confusion et de conflits qui viennent surtout d'une part d'ignorance. Donc c'est une évidence, mais par rapport à ces graines de paix et tout ce qu'on veut faire, il me semble qu'il faudrait aussi amener les médias et d'autres à se former. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de la praxis. Parce que si on reste effectivement comme une élite, même si on devient un Davos, etc., il faudrait une sorte de, entre guillemets, démocratisation, à mon avis, de ces questions-là pour arriver à sortir du dialogue et aller vers la diapraxis. Et ça, c'est ma question, comment faire ça? Parce que c'est pas simple, toutes les questions de religion qui concernent la société, la culture, les traditions, etc. Je voulais venir vers toi, Fabien, que tu ne sois pas venu pour rien. Par rapport aux médias, on dit beaucoup par rapport au dialogue interreligieux, tout ça, il y a beaucoup d'accusations, mais certaines qui se justifient tout à fait. Tu peux expliquer en 2 minutes quand même l'approche journalistique qui existe, et depuis des années, oui, par les émissions religieuses, où il y a tout un travail qui est fait d'explication pour qui veut l'entendre. C'est pas pour vous accuser, hein, c'est juste pour donner un autre éclairage. On va donner à Fabien. Excuse-moi de t'interpeller comme ça, j'ai pas dit de te réveiller. Alors vous pardonnerez cette page publicitaire. Pour quelqu'un qui travaille dans un service public où il est interdit de faire de la publicité, en tout cas à la radio, puisque je travaille pour les émissions, ce qui s'appelait émission religieuse, qui est RTS Religion en radio. Effectivement, alors là je peux parler de notre philosophie et ce que nous essayons de faire, c'est effectivement rendre compte de la vie concrète, les espoirs, la spiritualité des personnes. On a parlé beaucoup d'islam, de christianisme, mais on pourrait distinguer à l'infini au sein même de ce que commodément finalement on rassemble sous ces vocables, les infinies nuances du croire, de l'espoir, de la vie concrète, des postures des uns des autres. On évolue au cours de la vie et je pense qu'effectivement les médias sont invités à le faire, les journalistes qui travaillent pour ces médias sont invités à le faire, comme n'importe quelle personne en société, qu'il s'agisse d'enseignants, qu'il s'agisse de policiers, qu'il s'agisse de garagistes, on pourrait allonger. Effectivement, il y a une responsabilité peut-être particulière des médias, mais qui se passe au niveau des journalistes, d'assumer ces valeurs et de les transcrire dans les faits. Et peut-être, avant de passer le micro derrière moi, je ne vais pas allonger, le terrain. Ça, c'est le credo peut-être de RTS Religion, c'est de retourner régulièrement voir les gens sur le terrain, dans les situations qu'ils vivent au jour le jour, les familles, partout, la migration, les changements du paysage religieux, aller voir les gens là où ils vivent. Et je pense que voilà, pour tout journaliste, c'est difficile parfois de quitter son écran, mais c'est une nécessité, un impératif. Merci Fabien. On passe à Sandrine Ruiz. Je crois que Sandrine avait demandé la parole. Je voulais juste savoir, pourquoi l'action doit forcément succéder au dialogue? Est-ce que l'action n'est pas celle qui va nourrir aussi le dialogue? Et puis, il est clair qu'à tout moment, on peut toujours avoir ce frein qui est la méfiance. Mais à quel moment, en fait, à quel moment on va dire qu'on dépasse cette méfiance? Et je veux dire, donc tout se joue au niveau du temps, etc. Mais pourquoi et aussi, pourquoi parler dans le dialogue de choses, de rentrer dans la profondeur, finalement, de la croyance de chacun? Il y a une compréhension qui est importante, mais peut-on rentrer dans la croyance, entre guillemets, intime de chacun? Et est-ce que c'est le but du dialogue? Voilà. Beaucoup de questions. On terminera avec ça.
Je peux juste dire quelque chose en réponse à monsieur? Pardon? Moi, à mon avis, c'est la sécularisation qui a séparé les choses. Tu donnes à Jean-Claude. On donne le micro à Jean-Claude. Merci. Voilà, alors effectivement, il y a beaucoup de questions, et des questions importantes. Alors, peut-être une première remarque, je pense qu'il y a une responsabilité au niveau de la formation, à tous les niveaux. Et il me semble que l'école est un des lieux où il y a un apprentissage qui se fait. Et actuellement, il y a des cours qui sont donnés, non pas des religions, mais sur les religions, d'une approche culturelle des religions, dans leur diversité, qui est certainement une première étape. Ça ne résout pas tout, mais il me semble que dans cet effort de diffusion, alors merci, effectivement, les médias peuvent faire d'excellent travail, et puis de la caricature. Hein. Je ne parle pas de RTC Religion, on est bien d'accord, mais globalement, il y a un des problèmes avec, mais c'est avec les lecteurs, les utilisateurs des médias, c'est que c'est le sensationnel qui l'emporte. Hein. Au moment du débat autour des minarets, j'ai constaté qu'il y avait un changement d'orientation générale et que, en particulier, un effort avait été fait de donner la parole aux musulmans et non pas d'en rester. Alors là où vous avez tout à fait raison, le but du dialogue, c'est pas... la difficulté, c'est comment est-ce que je crée la confiance. Alors, il y a une chose qui ne se décrète pas, c'est effectivement la confiance. Ça prend du temps et ça prend du vivre ensemble. Je vais avec quelqu'un, je constate que, ok, on se met d'accord sur quelque chose, il tient parole, et du coup, je suis amené à faire davantage confiance. C'est comme ça que les dialogues ont commencé. On a évoqué que j'ai lancé à Genève la plateforme interreligieuse. Au départ, c'est des liens personnels qui se sont noués, et on s'est dit, ben, on peut faire quelque chose ensemble à partir de là. Et ça prend du temps. Maintenant, moi je pense que le dialogue doit toucher les questions qui fâchent. Hein? Un des grands poisons, c'est effectivement le soupçon, la méfiance. Mais comment je peux aller au-delà si on cache ça sous le tapis? Il me semble que là, il y a un exercice. Alors, préalablement, une approche de confiance, et ensuite, ne pas hésiter à dire un certain nombre de choses. Entre amis, mais dans une famille, dans une société, dans des groupes sportifs, il y a des moments où il faut se dire des choses, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à aller de l'avant en confiance. Pardon. Juste un dernier mot, parce que... Moi, je suis un pitbull, hein. Quand c'est l'heure, je suis un pitbull. Voilà, attention. D'accord. Alors, juste la question diapraxis, il ne faut surtout pas opposer. L'idée de diapraxis, c'est constatant que le dialogue interreligieux, non seulement n'est pas parvenu à prévenir des méfiances, des incompréhensions, mais dans des situations de conflit, c'est cette approche par les actes qui est apparue comme une solution. Merci Jean-Claude. Il y a Madame Cohen-Benami dernière intervention. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez d'initiatives du genre celle qui a eu lieu en France dernièrement, où vous avez un rabbin et un imam ensemble vont dans les écoles pour non seulement parler, mais montrer qu'on peut s'entendre en étant de des religions différentes. Et j'ai compris qu'ils font un tabac avec cette idée. Est-ce qu'on pourrait imaginer faire ça en Suisse, dans certaines écoles, pour montrer que, par l'exemple, on peut dialoguer? Qui répond? Sandrine pour l'humain ou bien... on va demander quand même à des musulmans. On termine. Hein. Sandrine, juste sur l'idée, qu'est-ce qu'on pense? Je crois qu'en fait, actuellement, en Suisse, le dialogue entre musulmans et juifs en fait, se renforce de plus en plus. Hein. Donc, il y a de plus en plus de manifestations. Après, au niveau des écoles, je crois que ça ne dépend pas ça dépend pas des communautés, il me semble, suivant les cantons. Suivant les cantons. Ça, c'est vraiment à voir et à étudier justement au niveau des politiques. Voilà, stop. Merci. Voilà. Alors,